Merci. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que c'est mon premier usage du micro. Déjà, merci à tous. Donc effectivement, comme Cécilia et Sobia l'ont introduit, donc je vais vous parler aujourd'hui de méthodologie Jobs to be done et faire le lien avec la stratégie produit, ou en tout cas comment identifier des nouvelles opportunités, soit de nouveaux produits, soit de nouvelles fonctionnalités sur votre périmètre. Donc je m'appelle Ayessa Loutfi et je suis product stratégiste chez Tiga. Très concrètement, j'accompagne des clients, que ce soit des grands comptes, que ce soit des startups, que ce soit des PME, à dérisquer des nouvelles opportunités de produits. Donc potentiellement, il arrive que des clients viennent nous voir parce qu'ils ont une idée de nouveaux produits ou alors qu'ils préparent un pivot. Et moi, une de mes spécialités, c'est la recherche utilisateur. Et donc, je travaille vraiment sur des opportunités produits à partir des usages des utilisateurs. D'accord, c'est noté. Ça va là, hein? Vraiment comme ça, est-ce que c'est mieux? Non? Ouais? Ouais, donc c'est menton alors. Donc en termes d'agenda, donc on va commencer par un petit peu de théorie, parce que justement j'ai l'impression que tout le monde ne connaît pas les Jobs to be done, et je vais vous parler d'une mission que j'ai pu faire où j'ai utilisé cet outil-là. Ensuite on fera un mini cas pratique, alors ce ne sera pas en format atelier, ce serait trop compliqué à animer, mais en tout cas je vous demanderai de participer avec un outil qui s'appelle le Job Map qu'on va pouvoir utiliser ensemble, et il y aura une petite session de questions-réponses. Alors, pour démarrer, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous partez en week-end, qui d'entre vous, je vais vous demander de lever la main, préfère aller dans un hôtel? D'accord, c'est presque la moitié. Et pareil, dans le même contexte, quand il s'agit de partir en week-end, qui parmi vous préfère aller dans un Airbnb? Si quand même... Comme ça, au doigt mouillé, je dirais qu'il y a plus de personnes qui vont au Airbnb. Alors, qui, par exemple, toi, qu'est-ce que tu as répondu? Tu t'en fiches? Très bien. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui préfère Airbnb. Par exemple, toi? Ouais, donc toi, tu préfères Airbnb? Ouais. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Pourquoi? J'ai l'impression d'avoir plus de choix. Notamment, un des grands critères que j'ai quand je pars, c'est la localisation. D'accord. Et avec Airbnb, j'ai plus de choix sur la localisation. Ok, super. Et quelqu'un peut me donner la raison d'un choix d'hôtel pour un week-end? Oui. La souplesse pour rentrer dans l'hôtel, simplement Airbnb, j'ai eu beaucoup d'expérience où la personne n'était pas disponible ou fixait une heure un peu contraignante pour arriver dans le logement. Et aussi l'annulation qui est assez souvent gratuite ou facilitée sur les hôtels. Airbnb, il y a quand même des frais à payer. Ok, très bien. Effectivement, alors il y a différents critères de choix. Quand on pose la question à des personnes qui préfèrent vraiment utiliser Airbnb et qu'on demande pourquoi, la plupart du temps, ce qui ressort, c'est en fait une motivation qui est assez émotionnelle, voire même sociale. C'est le fait de vouloir se sentir dans la peau de quelqu'un qui habite la ville. C'est de ne pas vouloir passer pour un touriste et d'être très fier d'avoir expérimenté des adresses que personne ne connaît. Donc finalement, la motivation derrière, elle est vraiment sociale et émotionnelle. C'est quelque chose de très important dans les Jobs to be done et c'est quelque chose qu'on va voir ensemble. Donc la théorie des jobs to be done, je vais dire jobs à partir de maintenant. Donc sur les jobs, il faut partir du principe que vous et moi, enfin vos clients, nous tous, nous sommes des recruteurs dans le sens où on met en concurrence différents produits et services pour accomplir quelque chose. Donc la grande différence avec cette théorie-là, c'est qu'on va mettre en concurrence potentiellement des solutions qui sont digitales, des solutions qui ne sont pas du tout digitales. Et parfois, moi je prends l'exemple du bon vieux post-it et un stylo.
fait le job par rapport à une application numérique. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein, bien évidemment, c'est ce monsieur, donc Clayton Christensen, qui a écrit un des premiers bouquins sur les jobs to be done, en partant vraiment du fait que les personnes emploient des produits et des services pour réaliser quelque chose, mais ils ne les achètent pas. Donc souvent, c'est l'exemple de la perceuse qui est pris, c'est je n'achète pas une perceuse, je m'en fiche de la perceuse, ce que je veux, c'est faire un trou. Donc le job, il s'intéresse vraiment à la tâche ou le résultat attendu dans un contexte donné. Et c'est ça qui est extrêmement important dans les jobs to be done. Et le côté, ce qu'il cherche réellement à atteindre, c'est le fameux pourquoi. On vous le dit souvent, c'est quand on fait les interviews utilisateurs, on demande toujours quelle est la motivation et ce que la personne veut réaliser vis-à-vis de sa demande. Alors, il y a plusieurs dimensions dans les jobs to be done. La première dimension, c'est la dimension fonctionnelle. Donc, quand on consomme ou qu'on achète un produit ou un service, il y a potentiellement une dimension fonctionnelle qui est importante. Si je vous prends l'exemple d'un lit, par exemple, j'achète un lit parce qu'il est plus grand, plus confortable. Mais ce n'est pas suffisant comme critère de choix. Il y a également une dimension émotionnelle. Je vais utiliser un produit et un service pour me mettre dans un état émotionnel que j'ai prédéterminé. L'exemple de la musique, par exemple, c'est je veux écouter de la musique pour gagner en motivation. Donc là, en contexte, on a le running, on a quand on travaille aussi. Et il y a aussi une autre dimension qui est la dimension sociale. Potentiellement, ça peut être rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être être fier de raconter mon expérience. Peut-être que, voilà, si je vous pose la question pourquoi vous allez à des meet-up, je pense qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs pourquoi, vous allez m'avouer qu'en fait, c'est pouvoir briller en société ou le lendemain au bureau en disant qu'on a eu le courage de se déplacer pour rencontrer d'autres personnes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à dropper comme ça dans les conversations. Et il y a aussi quelque chose d'important, c'est l'outcome. Donc l'outcome, c'est le résultat qui est attendu. C'est quelque chose qui est assez stable dans le temps. C'est le résultat qu'un utilisateur va... c'est un peu le definition of done. C'est j'ai déterminé le résultat que je veux atteindre. Et si je prends l'exemple de Zalando que Enzo nous présentait tout à l'heure, je me suis dit que l'outcome attendu d'un quelqu'un qui utilise cette plateforme, c'est d'avoir un nouveau vêtement ou des nouvelles chaussures qui me plaisent et qui me vont. Donc je ne me suis pas trompée dans la taille. Je dirais que c'est vraiment ça l'outcome qui est attendu par un utilisateur. Alors juste pour revenir aussi sur différents concepts, donc je vais vous parler à la fois des personas et à la fois des fameux points de douleur, les pain points. Alors c'est pas forcément, les jobs to be done et les pain points ne sont pas forcément antinomiques. C'est simplement que le pain point, il n'explique pas, il décrit une friction dans une expérience, mais il ne va pas expliquer ce que la personne cherche à atteindre. Donc potentiellement, vous pouvez vous aujourd'hui identifier des pain points, simplement il est très important que vous identifiez le résultat attendu. Par exemple, quand je travaille sur des sujets de dashboard, de data, il y a des utilisateurs qui me demandent telle ou telle information. Je dis oui, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi tu veux cette information-là ? Et souvent, on se rend compte que la personne veut être rassurée. Donc potentiellement, elle n'a pas besoin de cette info-là. C'est vraiment la réassurance qui est ce qui le guide. Et sur les personas, je ne vais pas vous mentir, j'utilise également des personas. D'ailleurs, qui ici utilise des personas en tout cas au quotidien, mais ouais, pas mal. Donc les personas, ce sont déjà des archétypes, donc c'est des archétypes de clients. Donc quand on construit des personas, déjà on part du principe que ces personnes-là utilisent déjà mon produit, ce qui est déjà un biais. Et la deuxième chose avec le persona, c'est qu'on utilise des critères sociodémographiques la plupart du temps pour les décrire. Parce qu'il y a une petite case homme ou femme, âge, niveau de revenu. Sauf que dans certains cas, on s'en fout. Dans certains cas, ça n'a aucune... j'ai envie de dire, c'est pas un critère discriminant. Et il y a aussi quelque chose qui me gêne avec les personas, c'est que ça n'explique pas, ça met une liste d'attributs, donc il fait ci, il fait ça,
il préfère ci, il préfère ça, il a une appétence digitale de tant de points, mais ça ne va pas du tout expliquer pourquoi, ça reste quelque chose de statique. Et donc le jobs to be done, qui quant à lui s'intéresse au contexte, va être potentiellement plus transverse, et donc dans certains cas, pour certains produits, je vous invite à utiliser plutôt les jobs to be done que les personas qui enfin, je peux me tromper, mais je pense qu'au quotidien, vous les utilisez pas tant que ça. Et c'est également ce que nous dit Intercom, alors c'était il y a, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a quelques années, qui est arrivé avec voilà, cette image, hein, histoire de flinguer la manière dont on travaille tous, à savoir les user stories, en partant du principe que, alors déjà, ils dégomment les personas d'entrée, donc ils nous disent que le persona ne fait pas de sens, en tout cas comme point d'entrée. Et en fait, ils nous expliquent que déjà, ensuite, on va développer la feature pour a priori tous les clients. Donc ça ne sert à rien de dire ce type d'utilisateur-là, il va pouvoir faire telle action. Donc déjà, ils ne sont pas d'accord avec le fait que le persona va l'idée la chose à réaliser. Ensuite, effectivement, dans le I want to, on part du principe qu'on va déjà utiliser la solution que nous on propose. Or, ce n'est pas forcément le cas. Et il y a quand même la notion d'outcome. Bon, c'est déjà ça. Mais il propose quand même un nouveau framework qui s'appelle une job story, qui est construite de la manière suivante. Donc c'est quand. Donc là, c'est vraiment le contexte qui est mis en avant. Ça peut être un moment précis, ça peut être un moment régulier, type les vacances. Donc quand je suis dans telle situation, je veux, donc voilà ce qui me motive. Et ils vont un peu plus loin que le afin de, c'est de manière à être dans tel état. Et je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer à quel point, dans certains cas, ça peut être extrêmement pertinent. Donc je vous disais, hein, justement, moi, les personas, parfois, je les trouve extrêmement clichés. On se force à dire que c'est une femme parce qu'elle fait du shopping. Ça me gêne un petit peu. Donc là, j'ai fait l'exercice de manière un peu provoque. For my user story, si je suis Weight Watchers, ce serait en tant que jeune femme, je veux commencer un régime afin de perdre du poids. Et si on le transforme en job stories, en mettant plutôt en avant le contexte, et puis la cible à atteindre, le résultat à atteindre, ce serait quand l'été approche, peu importe que je sois un homme ou une femme, il y a des hommes qui veulent aussi rentrer dans leur bikini. Je veux perdre quelques kilos, donc déjà ça peut être commencer un régime, mais ça peut être autre chose. Ça peut être m'accepter, ça peut être faire du sport. Donc je veux perdre quelques kilos afin de me sentir bien dans mon maillot de bain. Donc vous voyez, la finalité là, elle est sociale, elle est émotionnelle, c'est un état que je veux atteindre moi en tant qu'individu. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite, alors non pas avec Tiga, c'était une expérience précédente dans mon ancienne boîte qui s'appelle Elia. Et donc j'ai travaillé avec la caisse d'épargne qui nous a donné à moi et mes collègues un brief des plus engageants, enfin en tout cas un truc assez large. C'était vraiment de trouver des nouvelles opportunités d'amélioration ou d'innovation d'ailleurs sur l'assurance auto. Large, brief extrêmement large, surtout que l'assurance auto, c'est un produit vraiment particulier, puisque en fait, on s'est vraiment tout de suite posé la question en disant mais comment on va traiter ce sujet, et on a fait l'exercice de se dire mais est-ce que je veux vraiment une assurance auto moi, qu'est-ce que je cherche à atteindre avec une assurance auto? Ça ne nous a pas inspiré, d'autant plus que personne n'avait le permis dans l'équipe. Donc on allait voir les utilisateurs. Et une des choses qui est ressortie, c'est est-ce que les gens veulent vraiment une assurance en elle-même? Non, pas du tout. En fait, l'assurance, c'est comme l'essence, c'est typiquement un produit qui est de deuxième ordre. Donc j'achète une voiture et ensuite, il y a un produit qui est presque une obligation, qui est l'assurance. Et donc, pour craquer ce sujet-là, alors on n'a pas du tout voulu rentrer dans le cliché de on aura un persona qui sera, je sais pas moi, une personne âgée qui flippe et qui aura besoin d'une assurance tout risque, un jeu de conducteur, etc. On voulait vraiment partir
dans un autre champ d'exploration. Donc on a commencé par prendre les valeurs comme critères discriminants. Donc les valeurs non pas à l'assurance, mais à la voiture en tant que telle, presque même à ma mobilité. Et il en est sorti plusieurs segments. Enfin, c'était pas des personnages, parce qu'on n'avait pas d'âge, pas de genre, quoi que ce soit. C'était vraiment une segmentation basée sur les valeurs. Donc tout ça évidemment a été fait sur la base d'interviews utilisateurs, d'observations terrain dans des garages, dans des concessions. Bref, on pourra revenir là-dessus de comment on s'y est pris. Donc en tout cas, on a donc le dépendant, pour qui la voiture c'est quelque chose d'indispensable au quotidien. Donc là, il y a une vraie motivation derrière qui est sociale. C'est moi, si j'ai plus de voiture, je suis cloîtrée chez moi parce qu'il n'y a pas de bus. Il y a l'utilitariste qui, lui, va avoir un rapport assez distancié à sa voiture. Enfin, c'est une carrosserie qui me permet de me déplacer, basta. Bon, voilà. Donc lui, c'est vraiment la fonction qui le guide. On a également un exigeant qui, pour le coup, met beaucoup de lui-même dans sa voiture. Donc c'est souvent à l'image de ce qui peut être dans la vie. Il en prend grand soin. Et il recherche vraiment la tranquillité. Et enfin, on a l'ingénieux. Alors là, c'est quelqu'un qui a une voiture, mais qui potentiellement utilise plein d'autres moyens de transport. Donc c'est un peu le city mapper vous voyez, de la vraie vie. Et donc lui aussi, il remet la voiture à un rôle fonctionnel. Donc ça, c'était un premier travail qu'on a fait. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment lié à ce sujet de l'assurance. Mais ce travail-là n'était pas suffisant. Et là, on revenait vraiment un peu à un genre de segmentation qui ne nous plaisait pas trop. Et comme notre brief était très large, hein, vous avez vu, c'était pas trouver des opportunités de souscription d'assurance. C'était vraiment l'assurance au sens très large, et ça l'est. Donc, on s'est aussi intéressé au contexte. Et on s'est rendu compte notamment qu'au moment de la souscription d'une assurance, en fait, je ne me rends absolument pas compte de ce qu'il y a dedans. C'est vraiment au moment du sinistre ou que je suis sur le bord de la route en train d'appeler un dépanneur ou mon assureur que je réalise que j'ai fait le bon choix ou pas. Donc on a vraiment identifié plusieurs contextes. Alors je ne vais pas revenir sur tout le détail, mais une chose intéressante en tout cas, c'est le sujet de la voiture dormante, qui est vraiment lié à notre ingénieux. Vous savez, c'est j'ai une voiture, mais en fait les 3/4 du temps, je ne l'utilise pas. Alors pourquoi je paye le même prix mon assurance tous les mois alors que je ne l'utilise pas? Et le sinistre, j'en ai parlé. Et du coup, très rapidement, on a alors on avait regardé quand même différentes théories, on avait entendu parler des jobs to be done, mais on s'était dit que ça n'aurait pas été suffisant de commencer tout de suite par les jobs to be done sur l'assurance auto parce qu'il y a trop de cas possibles. Mais suite à ce travail d'identification des contextes et des valeurs qui guident les choix, on a défini des résultats attendus dans certains contextes en fonction des valeurs. Donc je vais vous prendre 2 exemples. Par exemple, le dépendant, lui, son contexte qui est extrêmement important, ce serait le moment de la panne. Donc quand ma voiture est en panne, je veux une solution de remplacement pour garder mon autonomie. Vous vous rappelez, hein, là, l'autonomie, si j'avais dû mettre un petit picto, ce serait la petite bulle qui était la motivation sociale. Et l'ingénieux, lui, ce serait, quand je n'utilise pas ma voiture, j'en ai parlé, je veux payer moins cher pour payer le prix juste. Lui, c'est vraiment l'équité qui l'intéresse. Donc il y a énormément de choses qu'on a imaginées sur cette base grâce à ce travail des jobs to be done. L'idée, c'est pas forcément de vous le montrer là, c'est pas l'objet, mais juste pour vous donner un exemple d'idées qu'on a eues à partir d'un résultat, d'un outcome qu'on a formulé. Donc l'exemple là de je n'utilise pas ma voiture, voilà, je veux payer moins cher quand je l'utilise pas. On a imaginé, donc ça c'est une maquette, hein, vraiment le proto-maquette très rapide. On a imaginé une assurance, donc là on a complètement changé le business model de l'assurance, qui permet d'avoir des options, enfin de payer des options payantes par rapport à mon usage. Donc on a imaginé que potentiellement je vais payer plus cher, enfin le prix serait mis à jour, je vais payer plus cher si j'utilise ma voiture aujourd'hui. Et si dans le mois je ne l'ai jamais activé,
et ben potentiellement je paierais 0 €, ou alors peut-être qu'on pourrait me prendre 5 € par mois pour la forme. Et on était même allé plus loin, on s'était dit mais pourquoi je ne pourrais pas assurer en fait tous mes moyens de transport, et donc mon vélo, en fait je peux également l'assurer sur cette application. Voilà, c'était pour vous donner un exemple. Alors, une question qui revient souvent, c'est comment on justifie l'emploi des jobs to be done. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un outil. Donc, si vous sentez qu'il y a un sujet sur les contextes, n'hésitez pas à aller regarder cette théorie. Si vous êtes très bien avec vos personas et que vous êtes à l'aise là-dedans, ne vous forcez pas. En tout cas, la manière dont moi je l'ai fait avec la caisse d'épargne, donc c'est un contexte... Vous savez, c'est une grande entreprise traditionnelle. Donc quand moi je leur ai dit, bah non, demain je ne serai pas là parce que je serai dans un garage. Donc déjà, vous voyez, le niveau de maturité en termes de recherche utilisateur était assez bas. Donc les jobs to be done, en fait, je ne les ai jamais mentionnés. J'ai tout simplement dit que j'allais m'intéresser au pourquoi les individus ont tel et tel comportement. Donc je vous invite à faire la même chose. Ça ne sert à rien de mentionner un énième outil où potentiellement il n'y aura pas l'adhésion des personnes autour de vous. Vous pouvez juste prendre le sujet des contextes et du why pour lancer cette méthode-là. Et aussi autre chose, en petit retour d'expérience, si vous cherchez à définir les jobs to be done de vos utilisateurs, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes, et parce qu'en fait ça va vraiment les intéresser. Donc nous on avait beaucoup travaillé avec les services clients qui sont en contact avec les utilisateurs. Ça peut intéresser aussi les équipes marketing et commerciales, parce que les éléments de langage qu'on va utiliser aussi en marketing peuvent être complètement construits à partir des jobs to be done. Donc une des choses qu'avec le recul on n'a pas fait, et ça aurait été pas mal de le faire, donc ça vient d'une théorie qui s'appelle le Outcome Driven Innovation. C'est en fait, donc quand on détermine des différents jobs to be done ou des outcomes, ça vous ferait la même chose. Donc ça passe vraiment par une étude quali. Donc je vais rencontrer mes utilisateurs, je leur demande pourquoi. Et une fois que j'ai vraiment identifié tous les jobs to be done de mes utilisateurs, ensuite il faut les prioriser, parce qu'a priori on n'a tous que 2 bras et on ne pourra jamais tout traiter. Donc, ce que cette théorie invite à faire, c'est de faire un quanti, de faire une étude quanti, en demandant aux utilisateurs eux-mêmes de prioriser les différents outcomes et de dire à quel point cet outcome-là est important pour eux. Donc, c'est un ranking, je donne une note de 1 à 10. Et également de noter les solutions alternatives qui existent déjà pour me permettre d'atteindre cette cible. Donc là, dans le schéma, voilà, j'ai pris l'exemple de je veux plus de musique dans mon device. Dans ce cas, est-ce que le CD, ça fait le job? A priori, pas des masses. Et est-ce que Spotify, ça fait le job? Oui. Et si c'est important pour moi, dans ce cas, on se dit très bien, c'est un peu, c'est le lien avec ce que disait Enzo tout à l'heure, mais il y a potentiellement des choses qui sont des basiques très vite en termes d'usage. Et dans ce cas, le fait de pouvoir proposer beaucoup de musique, c'est un basique. Je ne vais pas me différencier là-dessus, mais il faut quand même que je sois au rendez-vous. Je vous propose maintenant de faire un petit exercice ensemble d'un outil que je ne vous ai pas présenté volontairement, parce que je voulais quand même qu'on fasse un exercice ensemble. C'est le Job Map. Qui parmi vous connaît cet outil? Merveilleux, nous allons le... Ah, si? Non? Ouais, un petit peu. Très bien. Non, mais c'est bien, on va pouvoir voir ça ensemble. Alors, la Job Map, ça sert à quoi? C'est un outil qui permet de décortiquer, de découper un très grand job à accomplir en plus petites étapes, de manière à découvrir sur cette base des opportunités d'amélioration ou des opportunités de nouvelles fonctionnalités sur un parcours donné. Et c'est différent d'un Customer Journey, parce que le Customer Journey, souvent, il s'intéresse beaucoup aux émotions et il est centré sur notre produit à nous. Tandis que la Job Map, vous allez voir, elle s'intéresse vraiment à toutes les solutions qui sont possibles, voire même s'intéresse à un écosystème. Donc je vous propose de faire l'exercice, oui pardon je ne l'ai pas dit, mais c'était écrit, sur la situation de faire ses courses
Et on va ensemble se mettre dans la peau d'un utilisateur de Carrefour ou Auchan, enfin peu importe, en tout cas la grande distrib, de manière à faire ses courses. Donc la job map, c'est une petite cartographie avec différentes étapes. Au milieu, on a toujours l'étape d'exécution de la tâche. Donc là, faire ses courses, ce sera je suis dans le magasin et je remplis mon panier. Et le job map va aussi s'intéresser à ce qui se passe avant et ce qui se passe après, évidemment, pour trouver des nouvelles opportunités. Le framework est toujours le même dans les étapes, donc on va le voir ensemble. Potentiellement, dans d'autres contextes, on peut en virer un. Alors, première étape, qui est l'étape de définition. Donc dans cette étape, a priori, donc je dois aller faire des courses. Je dois d'abord déterminer mes objectifs. Est-ce que vous avez un exemple à me donner de type d'objectif qu'on pourrait définir avant d'aller faire les courses? Remplir le frigo pour la semaine, absolument. Alors, je sais pas qui... Ce qu'on veut manger. Non, c'est différent, parce que ça pourrait être un planning de repas, par exemple. Ouais, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Avoir les ingrédients d'une recette. Ouais, donc là, ce serait... mon objectif, ce serait quoi? Ce serait d'essayer des nouvelles recettes? De varier mon... Ouais. Ouais, très bien. Effectivement. Il y a d'autres choses? J'ai faim. Bah voilà, ça tombe bien. Alors on va la faire cette job map. La deuxième chose, donc très bien effectivement. Donc ça peut être, mon objectif c'est d'y aller en une seule fois et de faire mes courses de la semaine. Ensuite il y a toujours une deuxième étape qui est l'étape de préparation. Donc ça le framework est toujours le même à chaque fois. Donc c'est l'utilisateur va regrouper des objets, des outils ou des infos dont il a besoin pour exécuter le job en question, à savoir faire les courses. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, je répète, la liste, en effet. Donc, faire la liste des courses. Un sac, oui, tout à fait. Donc, le cabas en coton bio, si on est parisien. Oui, absolument. Oui, effectivement, c'était déterminer l'endroit où on va faire des courses. Est-ce qu'il y a un moment où il faut que j'aille chez Naturalia ou est-ce que Carrefour fait le job? Oui. Est-ce que c'est pas l'étape d'après? Ouh là là, bien, on va regarder tout de suite ensemble. Confirm, l'utilisateur vérifie que tout est prêt pour l'exécution. Donc là, c'est un peu le dernier check. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? Ouais, la CB. Est-ce que le magasin est ouvert? Oui, effectivement, on peut faire un dernier check. Effectivement, il y a tout ça. Ensuite, le moment d'exécution. Donc là, je suis dans le supermarché. Donc cette étape, c'est voilà, je suis vraiment dans le cœur du job que je dois accomplir. Donc là, c'est pour remplir mon frigo, je suis dans le supermarché. Que se passe-t-il? Je prends un caddie, je les mets dans... Oui, c'est ça, je fais tous les rayons. Ouais, je t'en... Ouais, tu définis le parcours, ouais. Alors ça, potentiellement, ce serait dans Prepare. Mais effectivement, ça peut être pendant, mais c'est intéressant. On le garde en tête. Ensuite, Monitor. L'utilisateur vérifie que l'exécution du job se passe bien. Donc ça, j'adore cette étape, c'est qu'on est en train d'exécuter, mais il y a quand même un petit check, est-ce que je fais bien les choses? Alors selon vous, ce serait quoi quand on fait nos courses dans un supermarché? Oui, absolument. Donc je raye la liste. Les prix aussi. Oui, je t'en prie. Je change de produit. Oui, alors là, tu fais le lien avec l'étape d'après. Effectivement, c'est Modify. C'est potentiellement, je check les prix, je regarde la qualité, puis au dernier moment, je vais pivoter, je vais me dire, je vais changer mon panier. Complètement. Dans Modify également, il y aurait changé de queue quand on a l'impression qu'on a choisi la mauvaise file.
Et la dernière étape, c'est l'étape de conclude. C'est vraiment le moment clé où j'estime que ce job est accompli. Donc j'ai fait mes courses pour la semaine. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans selon vous? Pardon? Le frigo est plein, ouais, donc je les ai rangés. C'est peut-être ça, ouais, ranger les courses, en effet. Oui, effectivement, on demande un Lydia à son conjoint, avec le sourire. C'est volontaire d'avoir rempli la phase locate? Oui, alors c'est volontaire en effet, parce que je la trouvais pas pertinente là. Parce que pour moi, justement, le locate, c'était voir dans quel supermarché on va faire ses courses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. En fait, j'ai enlevé une étape qui s'appelle locate, qui est entre, non, vous voyez pas ma souris, ah, mais si, entre prepare et confirm, qui est la localisation du magasin ou de mes inputs. Effectivement, je me disais qu'on pouvait le combiner, mais non, mais tu as raison. Et dernière question, ça c'est plus une réflexion personnelle. Moi, il y avait quelque chose qui me manquait quand j'utilisais ça, c'est qu'il n'y a pas le trigger. En fait, par exemple, quand on dit j'ai envie de remplir mon frigo, on n'a pas la cause avant qui dit qu'est-ce qui fait qu'on a envie de remplir son frigo. Et après, moi du coup personnellement j'ajoute, je remplace define par déclencheur en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là j'ai envie de commencer la job map? Oui, alors je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais effectivement il manque sur cette job map un trigger, donc c'est ce qui va déclencher derrière mon action. En effet, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis dans la job map. La job map, c'est vraiment l'objectif à atteindre et comment je m'y prends pour avoir cet objectif, mais on ne te dit pas c'est quoi le tilt de l'objectif, quoi. J'ai ouvert mon frigo, j'avais envie d'une chose particulière, j'ai vu qu'il n'y avait pas, donc je me suis dit il faut que j'aille faire des courses. Mais effectivement, tout ça n'apparaît pas. Peut-être la limite de l'outil. Alors, donc j'avais fait l'exercice en backup, ne sachant pas si vous alliez participer aussi activement. Et vous l'avez fait, merci beaucoup. Et ce que je vous ai mis tout en bas, c'est des opportunités, justement, qui peuvent être intéressantes à partir de cet exercice pour proposer des nouveaux produits et services. Au départ, je l'avais vraiment formulé sous forme d'opportunités, donc on pourrait simplifier, blablabla. Et en fait, en retravaillant tout à l'heure, on s'est dit que c'était plus parlant de raisonner en termes de solutions. Et en fait, on s'est rendu compte que ça existait déjà. Notamment Amazon. Je ne sais pas si vous pouvez voir, ils sont pratiquement partout. Donc en fait, en faisant cet exercice-là, vous voyez, on pourrait très bien se dire, mais en fait, comment moi, en tant qu'acteur, donc si moi je suis Carrefour par exemple, je peux venir grignoter ou en tout cas aider mon utilisateur sur des sous-étapes, des jobs qu'il réalise aujourd'hui sur d'autres services. Typiquement faire ses courses, mais est-ce que je ne peux pas, moi, connecter les produits que j'ai et ce qu'il doit acheter de manière à ce que son étape de préparation soit bien plus simplifiée, mais aussi pour que potentiellement il n'ait pas derrière à modifier, vous voyez. Donc il y a parfois plusieurs opportunités. Donc c'est un peu ce que je vous dis là, en fait, quand on fait l'exercice de la job map, qui est vraiment une vision d'ensemble. En termes de questions que je peux me poser, c'est est-ce que ce job, il peut être, être fait de manière plus efficace dans son ensemble? Et puis, il y a cette notion de contexte. Alors peut-être que ça va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure sur les triggers, même si c'est un peu différent, mais est-ce qu'il y a vraiment des contextes particuliers dans lesquels c'est particulièrement difficile d'avoir cette tâche à faire? Donc nous, on s'est donné comme objectif au tout début dans le Define de faire des courses pour la semaine. Est-ce que si mon contexte c'est Noël, par exemple, c'est encore plus compliqué, ou si c'est pour préparer un dîner? Et puis ensuite, vous pouvez tout à fait trouver des opportunités au niveau des toutes petites étapes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc déjà, souvent, avec ce travail, on se rend compte du moment où l'exécution capote. Donc souvent, c'est la mauvaise préparation ou ce genre de choses. Donc comment moi, je peux aider mon utilisateur à faire en sorte que ça ne capote pas. Et aussi, on peut se rendre compte avec cet exercice qu'il y a des personnes qui vont davantage anticiper des choses. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous parlais de pain point versus jobs to be done, le pain point, on part du principe qu'il y a un problème. En faisant cet exercice-là, on se rend compte que potentiellement l'utilisateur, il a déjà une solution alternative à ça.
Et donc vous avez juste à vous en inspirer en fait, ou à l'automatiser potentiellement. Voilà, et donc pour terminer, donc je voulais un peu revenir sur les différents concepts ou outils qu'on a vus. Donc le premier sur la job map qu'on vient de voir là, c'est vraiment un outil de discovery. Hein. Vous avez vu, c'est pour imaginer des nouvelles opportunités, pour me différencier par rapport à mes concurrents et faire plaisir à mes utilisateurs. La notion d'outcome, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait utiliser pour construire votre roadmap. Vous pouvez vous dire, moi j'ai les différents outcomes que j'ai priorisés avec mes utilisateurs, et bien Q1, je vais les aider à accomplir telle ou telle tâche. Q2, ce sera plutôt celle-ci. Donc voilà, ça c'est une chose. Et enfin, les job stories, voilà, j'en ai largement parlé, mais effectivement, si dans votre produit, vous sentez que c'est absolument pas pertinent de mettre des infos socio-démo, ne vous forcez pas et essayez peut-être plutôt la notion de contexte qui potentiellement est parfois plus intéressante. Voilà, et donc juste pour terminer, voilà, je voulais juste que vous gardiez en tête plusieurs choses. La première, c'est qu'on dit souvent que les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup entendu. En fait, c'est pas vrai. C'est juste qu'on fait l'amalgame entre l'outcome et la solution. Donc effectivement, si mon utilisateur me dit « je veux telle fonctionnalité », non, peut-être pas, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est comme ça qu'il faut davantage raisonner. Première chose, c'est que, moi je vous ai montré un exemple sur l'assurance qui était vraiment compliqué. C'est pas non plus que pour les produits très simples. Souvent l'exemple qui est pris pour les jobs to be done, c'est la perceuse, c'est un objet physique. Voilà, essayez dans votre contexte, notamment digital. La job map qu'on a vue permet d'identifier les solutions directes, mais aussi les alternatives indirectes. Et ça permet d'être moins auto-centré sur, voilà, partir du principe que l'utilisateur nous adore et va aller vers nous. Aussi, quelque chose que moi je n'avais pas fait, mais une fois que vous aurez déterminé vos jobs to be done, faites-les prioriser par vos utilisateurs directement en fait. Voilà, pour savoir quelles sont vos priorités. Et puis, voilà, la dernière chose, c'est avec cet outil-là, vous aurez plus de potentiel en tout cas d'innovation sur votre produit sans forcément vouloir voilà, grignoter ce que font vos concurrents directs et les copier directement. Avec les jobs, vous pouvez faire un petit saut dans le temps et vous projeter davantage. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions. Vous avez faim? Moi j'en ai quand même sur la roadmap. Est-ce que tu parlais justement que ça pouvait être utilisé dans des exemples plus complexes? Et typiquement pour les cours c'est très simple. J'ai déjà testé sur un exemple un peu plus complexe. Et par exemple si on reprend sur ce que tu mentionnais, c'est perdre du poids. C'est un process qui n'est pas en one shot, qui va se faire dans le temps. Est-ce que tu as déjà traité des exemples comme ça? Moi non, pas du tout. Mais effectivement, alors, dans les jobs to be done, alors pour le coup non. Enfin, moi je n'ai pas pu expérimenter directement, mais j'ai fait pas mal de lectures. Et il y a une notion intéressante sur la notion de process dans les jobs to be done. Moi je vous ai beaucoup parlé de résultats à atteindre. Mais il y a une deuxième volet théorique qui est en fait, c'est pas un résultat que je veux, c'est un progrès. Et ça, c'est quelque chose qui est notamment utilisé dans la santé. Vous savez, en fait, je ne vais pas forcément guérir tout de suite. En tout cas, je sais que je ne vais pas guérir tout de suite. En tout cas, je veux sentir une progression dans mon quotidien. Donc ça, c'est valable voilà, si on a une maladie grave ou si juste on vient de se blesser, quoi. Mais oui, non, malheureusement... Le job ne devient plus guérir, mais devient juste sentir un progrès, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Enfin, how I feel, ce serait, ouais, je sens que je progresse. Effectivement. Mais non, malheureusement, ça m'est pas, j'ai pas pu. Et la deuxième question juste que j'avais, c'était sur les personas. J'avais l'impression que tu disais que c'était incompatible avec Jobs to be done, alors que non, c'est pas ça. Non, vas-y, je t'en prie, finis ta question. Et du coup, alors que quand tu parlais justement des 4 types de profils, pour moi, ça peut être des personas, mais axés vraiment motivation et pas descriptif, parce qu'effectivement, Ouais. descriptif, ça sert à rien. Oui, tout à fait. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut combiner persona et jobs to be done ou est-ce que c'est antinomique? Effectivement, la manière dont on l'a traité, nous, c'est un peu comme si on avait fait des personas, mais juste on s'est dit, mais on s'en fiche s'ils sont en province, à Paris, que c'est un homme, une femme. Donc non, c'est pas incompatible du tout.
En fait, le persona, moi, ce que je trouve assez puissant, c'est le potentiel de projection, notamment en interne. Et donc moi, quand j'avais fait tout ce travail de recherche utilisateur et que j'ai dû le présenter à mes clients, les personas en fait, aident énormément parce que tout le monde arrive à se projeter, quoi. C'est un persona, c'est un être humain. Alors que quand on parle de outcome ou de résultat attendu, c'est plus difficile. Donc ce qu'il faudrait réussir à faire, ce serait potentiellement d'avoir des personas, mais s'assurer qu'ils ne soient pas trop des archétypes, et potentiellement d'avoir des jobs to be done, enfin des moments clés, des choses clés à accomplir. Et après, je me dis même que, après ouais, pareil, ça dépend des produits, mais peut-être que selon les contextes, mes personas vont avoir des attentes différentes et réagir différemment. Après, il faut voir la capacité qu'on a, nous, derrière, en tant que product manager, à faire la différence, quoi, dans nos parcours sur vraiment c'est tel persona, donc je lui propose tel et tel service et pas aux autres. Voilà, c'est plus après dans la capacité à le mettre en œuvre, quoi. Mais ça peut être une solution. Ouais. Pour moi, tu avais presque fait quand tu avais déjà pas obligé de creuser hyper profond dans les détails du personnel. Le simple fait de ne pas avoir exactement les mêmes attentes vis-à-vis d'un job, rien que ça peut servir à rien. Oui, complètement. Je sais pas, le livrable essentiel pour Jobs to be done, c'est le fameux job map, où il y a d'autres livrables possibles pour ce type de... Oui, alors question sur les livrables des Jobs to be done. Est-ce que la job map est le livrable final? Non. Le livrable final de la méthode Jobs to be done, après il y a plein de dérivés. Hein. Le job map, c'est ce que je disais, outcome driven innovation. Le livrable final, c'est une matrice, donc ça fait le lien avec ce que me disait Enzo en stratégie produit, on a souvent des matrices. C'est effectivement une matrice d'opportunités où on retrouve des besoins qui sont, ils appellent ça surservis et sous-servis, où potentiellement on va se rendre compte que peut-être que tous nos concurrents directs mettent les efforts au même endroit. Et donc il y a des besoins qui ne sont pas si importants que ça pour l'utilisateur, pour lequel il y a plein de solutions. Et à l'inverse, ça permet de voir qu'il y a des besoins utilisateurs qui sont vraiment sous-servis. Et donc là, il y a une opportunité énorme. Donc le livrable, c'est vraiment ça, c'est cette matrice qui dit voici mes opportunités. Après, la limite là-dessus, de cette théorie, c'est qu'on n'invite pas du tout à prototyper, tester. Ça reste un outil de strat pur. Donc ça peut être bien pour travailler sur un portfolio produit, hein, je ne dis pas. Mais peut-être que en tant que PM, ce sera sans doute pas dans notre lettre de mission, quoi. Ouais. Est-ce que si on a déjà une expérience map, on peut soit s'en servir pour un map ou d'une façon ou d'une autre, quel est l'intérêt, quel apport supplémentaire la job map va nous apporter par rapport à cette expérience map qu'on aurait déjà? Alors, question sur l'expérience map. Dans quelle mesure c'est compatible ou pas avec la job map? Je dirais que oui. En fait, ça dépend où on la commence, l'expérience map, parce qu'autant la job map, elle donne un cadre de référence. Vous avez vu les étapes, là, c'est un peu toujours les mêmes. L'expérience map, c'est un peu nous qui déterminons où on commence et où on s'arrête. Mais on peut tout à fait combiner les deux. L'expérience map, elle va peut-être plus être sur le vécu, les émotions, voir si à un moment je suis en colère, je suis surpris, déçu, enfin bref. Alors que la job map, vous avez vu, il n'y a pas la place de dire si je suis content ou pas content, en fait. On s'en fiche. C'est plutôt un process, quoi, comme tu disais tout à l'heure. Plutôt un process à atteindre. Donc moi, ça me paraît pas déconnant de s'en inspirer. Parce que pareil, expérience map, c'est... oui, on peut y mettre plein de choses dedans, quoi. Ça dépend ce qu'on y met, mais ça me paraît pas antinomique, en tout cas. La job map peut être un peu artificielle aussi. Par exemple, moi, quand je vais dans un Carrefour, on a envie d'acheter soudainement quelque chose qui aide à rentrer avec tout dans le processus de est-ce que c'est pas appliqué en processus un peu artificiel sur la vraie vie ou quelle bonne émotion que les gens? Oui, alors super question, je ne sais pas si tout le monde a entendu, c'est je fais la job map, mais parfois je passe à côté du Carrefour et j'ai une envie soudaine de rentrer et de m'acheter du chocolat. Donc là, ça ne rentre pas du tout dans la job map. C'est justement la notion de trigger dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas du tout quelque chose que effectivement la job map permet d'adresser.
Mais par contre, là, ce que je vois là, c'est vraiment cette notion de contexte, en fait. Donc, vous savez, quand je vous redonnais la définition de... Hop, je vais la reprendre, de ce que c'est qu'un job. Il y a justement cette notion de circonstance. Hop. Voilà. Il y a vraiment cette notion de circonstance qui est importante. Du coup, le job map n'a pas d'intérêt là-dedans. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'identifier pourquoi j'ai eu cette envie soudaine de chocolat ou quelque chose, quoi. Ça, je pense que c'est quelque chose que le marketing utilise. Le marketing Kinder, par exemple, a sans doute bien identifié. Mais c'est effectivement, parmi ces 3 motivations-là, qu'est-ce qui fait que je vais choisir du Kinder ou pas? Est-ce que c'est vraiment parce que ça croustille particulièrement et là, ce serait fonctionnel? Ou au contraire, je suis un peu down, donc c'est la fameuse junk food qui va me faire du bien, et puis social. Je sais pas, moi, j'ai une soirée, j'amène un paquet de chocobons, je suis la star de la soirée, quoi. Donc voilà, ouais, je dirais que ce cas-là, moi, je le prendrais vraiment sur ce que tu voulais faire dans le supermarché, tu vois. Parce que là, c'était pas la finalité pour toi d'aller dans le supermarché en passant devant. A priori, il y avait autre chose derrière. Soit tu as un produit hyper précis, soit tu as une envie, quoi, d'un produit, soit tu voulais voir des gens, je sais pas. Enfin, tu vois, je te poserai la question pourquoi. Du coup, en prenant cet exemple-là, je vois pourquoi ce serait antilogique, parce que finalement, c'est pareil avec les francheurs, je passe devant un supermarché, j'ai une envie d'acheter du chocolat, c'est un déclencheur, une émotion. Et après, toutes les étapes que tu mettras, a priori, vont entre dedans, c'est-à-dire je suis obligé de vérifier, mais est-ce que j'ai bien de l'argent sur moi? Est-ce qu'il y a du chocolat au supermarché? Tout le process contre aussi... Oui, effectivement. Je sais pas si, effectivement, ouais, là je me rends pas compte là comme ça, mais ouais, c'est ça, on refera un atelier juste après. Non, mais en fait je me dis que peut-être qu'il y a des étapes bien plus courtes, quoi. Le monitor, enfin, tu vois, c'est plus ça, c'est que oui, on aurait moins de choses à mettre dedans. Ouais. Par exemple, sur la partie plus ouais, c'est ça, exactement. Monitor aussi. Je t'en prie. Merci Ayessa. Merci. Je peux fermer? Bon, j'espère que vous allez tous implémenter des jobs to be done dès demain. J'espère que vous avez appris avec Enzo et avec Ayessa. C'est quand même le but de LBCX aussi, d'enrichir vos connaissances. Pour ce qui est des slides et des vidéos, vous les recevrez dès la semaine prochaine. On vous enverra aussi un sondage pour pouvoir recueillir vos besoins, ce que vous avez pensé du meet-up, des lieux et de la pizza. Pour le prochain meet-up, on accueille le 12 décembre chez Payfit, Mythique et Tiller. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on va publier l'event très vite. Ensuite, dernière chose, comme vous savez, sur le meet-up, on est là aussi pour échanger, pour se connaître et pour accroître cette communauté produit. Donc on a un petit icebreaker. Alors je vais vous demander de vous lever. Et je vais mettre ça là. De vous retourner vers une personne que vous ne connaissez pas et de vous présenter. Merci à tous. Au revoir. On se connaissait pas et on se connaît toujours pas. Pareil, pour une boîte, ça fait plus similaire. Non.